issu de ces travaux. Ouvrage co-dirigé donc avec Marie Poinceau qui dirige la revue Hommes et Migration, dont elle dira un petit mot tout à l'heure, qui est une revue publiée par la Cité de l'Immigration à Porte Dorée. Et également avec un co-auteur qui n'est pas là, un co-directeur, pardon, Maren Moring, qui est de l'Université de Leipzig, dont Virginie et Marie Poinceau diront peut-être un mot, et des auteurs ici présentes. Donc Amina Beji-Becher, qui est professeure des universités à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et directrice de l'UFR Sciences, Économie et Gestion, et qui donc a collaboré à cet ouvrage suite à des rencontres qui ont eu lieu en Allemagne. Et également Catherine Vittel de Wenden, qui est directrice de recherche émérite au CNRS Sciences Po Paris, et dont vous connaissez sans aucun doute les travaux sur l'immigration, avec des ouvrages qui sont des références pour tous les étudiants, mais également tous les chercheurs qui travaillent dans le champ des migrations. Donc je vous remercie toutes d'être venues aujourd'hui pour nous parler de vos recherches et de cet ouvrage. Alors, je voudrais dire juste quelques mots sur le programme de recherche qui a, entre autres, c'est pas le seul, mais soutenu ces activités de recherche, qui est le programme de recherche Société Plurielle, qui est un programme de recherche interdisciplinaire qui associe 8 universités d'Île-de-France, dont l'INALCO, qui d'ailleurs l'INALCO soutient, qui est le porteur, disons, de ce programme interdisciplinaire en sciences humaines et sociales, mais qui associe également Paris 3, Paris 5, Paris Diderot, également Sciences Po et Paris 13 pour ce qui concerne les sciences humaines et sociales. Ce programme de recherche, Société Plurielle, a pour objectif de réunir des chercheurs de différentes disciplines, des anthropologues, des linguistes, des historiens, des géographes, des politistes, pour étudier la pluralité des sociétés, à la fois dans le domaine des circulations religieuses, des circulations des modèles politiques, mais également la circulation des individus. Et il y a 3 axes de recherche. Le premier qui s'intitule Cité, qui est un acronyme, mais dont, comme le nom de cet acronyme l'indique, s'intéresse essentiellement à la ville. Et d'ailleurs, le second axe s'intitule Ville-Monde, pour dire que la ville est un des prismes essentiels de toutes ces recherches menées par ce programme. Et nous avons donc des chercheurs qui travaillent sur la précarité en ville, des chercheurs qui travaillent sur la question des mots de la migration, quels mots utilise-t-on, que ce soit dans les institutions publiques, mais également dans les journaux, et quels sont les mots également utilisés par les migrants eux-mêmes. Nous avons un axe des chercheurs qui s'intéressent à la question du vivre ensemble en ville, plutôt dans des espaces non européens, entre autres Moyen-Orient, les Émirats arabes et l'Asie. Et puis donc, on a un axe qui s'intéresse surtout au vivre ensemble dans les villes en Europe. Et enfin, on a un axe de recherche sur les circulations politiques et religieuses. Sur les circulations religieuses, c'est un projet surtout soutenu par l'INALCO sur des études sur les circulations religieuses en Asie. Et pour ce qui est des circulations politiques, le terrain privilégié est celui de la Russie et de l'Afrique. Donc vous voyez qu'on a un panel géographique assez large, avec des chercheurs de différentes disciplines, et avec un prisme qui est récurrent, à savoir l'étude de la ville. Alors je ne vais pas m'étendre sur ce projet, mais je voudrais dire que Virginie Dercourt a été une des membres les plus actives de ce projet, de ce programme de recherche, avec des ateliers récurrents qui ont
su associer à la fois des doctorants comme des chercheurs confirmés, et donc de créer une vraie émulation, une vraie circulation du savoir entre différentes générations. Et c'était un des objectifs de notre programme de recherche, véritablement, de ce partage de connaissances et également de méthodologie. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, parce que c'est surtout aux auteurs et aux co-directeurs de l'ouvrage de vous présenter leurs recherches, mais je vais tout de suite donc laisser la parole à Virginie Dercourt et Marie Poinzeau pour qu'elles nous expliquent finalement l'origine, non pas de cet ouvrage, mais avant d'ailleurs l'origine de cette rencontre franco-allemande, mais également entre chercheuses de différentes institutions qui ne se connaissaient peut-être pas avant, enfin, vous allez peut-être nous raconter, comment est venue l'idée de ce programme de recherche et comment il s'inscrit dans le champ très vaste, je peux dire aujourd'hui, de la migration qui, j'ai envie de dire presque, je ne sais pas si on peut se réjouir, qui se développe au vu de l'actualité, mais du moins il en faut pour comprendre et donner les clés à nos sociétés de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je m'arrête tout de suite et je vous laisse la parole. D'accord, merci Gabrielle. D'abord merci d'avoir accepté de modérer cette soirée autour de cet ouvrage. Je voulais aussi remercier Nathalie Bretzner qui a porté vraiment ce projet au niveau des presses de l'INALCO, qui a été vraiment extrêmement moteur. Et grâce à elle, on a pu publier cet ouvrage et ça a été long. Mais tout à fait intéressant de travailler ensemble. Et je voulais remercier aussi l'équipe, Julien Saint-Sevin, Carla Zarcone, enfin une vraie équipe qui est très solidaire et qui accompagne l'ouvrage, et ça c'est assez rare en fait. Je voulais aussi remercier le programme Société Plurielle, parce que vraiment ça a été extrêmement important dans le soutien à la fois scientifique, financier de notre programme. Donc merci beaucoup au programme Société Plurielle qui va s'arrêter, et c'est vraiment dommage puisque au bout de 2-3 ans ensemble, on a quand même créé une synergie de travail et c'est vraiment dommage que ça s'arrête à ce moment-là. Je voulais aussi remercier dans le programme Société Plurielle Vincenzo Gicelli qui n'est pas présent ce soir, mais aussi Delphine Pagès El Kaori et puis Catherine Lejeune qui ont porté dans l'axe Ville-Monde ce projet avec toi Gabrielle. Donc c'était très important de vous avoir à nos côtés. Le Centre Marc Bloch aussi de Berlin qui nous a beaucoup soutenus, à la fois scientifiquement et financièrement. L'Université Paris 13 et l'IUT de Saint-Denis où j'enseigne personnellement. Le Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne qui a donné une coquille institutionnelle à notre projet. Et puis l'université de Leipzig, effectivement, malheureusement, Maren Möhring, qui est historienne et qui est vraiment spécialisée sur l'histoire de la consommation en Allemagne, notamment la consommation alimentaire depuis 1945, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, et c'est dommage, parce qu'elle a vraiment beaucoup porté ce projet. Donc je vais en finir avec les remerciements, mais c'est quand même très important, parce que sans toutes ces personnes qui nous ont soutenus, sans toutes ces institutions, on n'aurait pas réussi à mener ce programme qui va se continuer, on l'espère, dans les prochaines années. Alors en fait, on est parti, Marie Poinzeau et moi, d'un même constat en France, mais aussi en Allemagne, que finalement les migrations sont une thématique très forte, surtout en ce moment, mais l'angle de la consommation, hein, le fait d'acheter, de disposer, de jeter des objets. On reverra cette définition de la consommation peut-être ensemble, parce qu'on se rapproche aussi de la culture matérielle et on va essayer d'expliciter la différence qu'on peut faire entre ces deux mots, en tout cas comment on l'a travaillé nous. La consommation d'objets alimentaires, de beauté ou d'espaces migrants sont finalement un angle mort des recherches sur la migration, alors même qu'on commence à en parler beaucoup. Certaines pratiques de consommation sont de plus en plus objets de débat public. Je pense ici à certaines pratiques alimentaires, le halal par exemple, ou certaines pratiques de mode comme le port du hijab ou du burkini. Alors même donc que ces pratiques de consommation font l'objet de débats publics et qui ne sont pas forcément aujourd'hui éclairés. Et alors même qu'en France comme en Allemagne, mais on a mis du temps à prendre conscience de ça, il y avait des recherches émergentes sur cette thématique.
Donc on a d'abord discuté ensemble, et peut-être Marie, tu peux expliquer par rapport à la revue Hommes et Migration, pourquoi cette thématique de la consommation t'intéressait, et puis je parlerai peut-être du côté Allemagne après. Donc en fait, la revue Hommes et Migration est une revue ancienne, elle est publiée depuis plus de 50 ans, et Catherine Witton-Weden, à mes côtés, fait partie des premiers membres qui ont constitué le comité de rédaction de cette revue. Il se trouve que depuis 2007, elle est publiée par le Musée national de l'histoire de l'immigration, donc elle a un soutien institutionnel beaucoup plus fort. C'est une revue de médiation scientifique, elle diffuse des articles qui sont des synthèses de travaux. Et donc c'est vrai que quand on s'est posé la question de comment sortir du domaine des migrations qui est constitué depuis 30 ans en domaine de recherche pluridisciplinaire avec des problématiques autour des flux migratoires, autour des modalités d'insertion dans les sociétés d'accueil, autour de ce qu'on appelle le transnationalisme de plus en plus. Pourquoi la gestion, le marketing, toutes ces disciplines qu'on connaît peu quand on est spécialiste des migrations s'intéressent à la question. On se dit que là, il y a quelque chose qui relève d'un enjeu de société important. En fait, au départ, on s'est quand même beaucoup posé la question de la catégorie, des catégories de population. Catégorie définie au sens des États, bien sûr. Donc on a voulu faire un spectre assez large, balayant depuis les migrants qui s'installent, et on peut parler par exemple de formes de consommation en urgence, dans la précarité, dans l'instinct de survie, on va dire, mais aussi de catégories de populations immigrées depuis longtemps dans les sociétés d'accueil, mais aussi de descendants migrants. Et donc on n'a pas voulu s'interdire d'explorer en fait comment la consommation caractérise aussi différentes générations dans un processus migratoire. D'autre part, on est surtout parti de la notion de groupe. L'intérêt pour nous, c'était d'aller observer au plus près, enfin de rassembler des recherches qui observent au plus près à la fois des pratiques sociales et culturelles liées à la consommation. Pendant longtemps, ces pratiques sociales et culturelles étaient principalement analysées sous l'angle du processus d'intégration. Il fallait montrer que, voilà, on pratique et on se socialise à la société d'accueil et on abandonne du coup un certain nombre de caractéristiques, de ressources qui sont propres au pays de départ. Et puis aussi savoir si on était dans une problématique liée aux diasporas, parce que en fait la revue Immigration a publié beaucoup d'articles autour de diaspora. Pas forcément présente en France d'ailleurs, et on s'aperçoit que dans les études sur les diasporas, on a cette problématique des cultures matérielles, de l'héritage, de la transmission d'un patrimoine linguistique, culturel, qui permet de faire un lien avec l'analyse de processus identitaires. Et donc on s'est dit que voilà, on pouvait détecter dans toutes ces recherches des éléments de réponse. Mais je pense que là où on a fait un petit saut qualitatif, c'est qu'on s'est d'emblée arrêté à un questionnement aussi sur l'espace urbain, sur les transformations de l'urbain. La caractéristique des grandes métropoles, comment les phénomènes de globalisation économique, de marché du travail, etc., amènent de nouveaux caractéristiques, transforment les caractéristiques du marché du travail et du marché de la production économique, notamment sous la forme de l'entrepreneuriat, des jeunes, enfin des personnes qui viennent et qui parfois, parce qu'ils subissent des discriminations dans le secteur où ils ont souhaité s'insérer en vertu de leur diplôme, créer leur propre entreprise, que ce soit des commerces ou du service, etc. Et qu'on a très souvent qualifié d'entrepreneuriat ethnique. Donc il y avait aussi cette thématique-là d'aller voir un peu derrière cette étiquette ce qui pouvait se jouer. Mais je pense de plus en plus, et là je veux vraiment du point de vue d'un musée qui est celui de l'histoire de l'immigration en France, la problématique c'est bien celle de la fabrication des sociétés contemporaines. La consommation fait partie, c'est un élément fort de l'évolution et de la fabrication des sociétés contemporaines. Donc voilà, ça c'était des questionnements très très variés, et il fallait plutôt essayer de serrer et d'organiser des séminaires de travail en fonction de toutes ces pistes. Et je voudrais juste terminer en disant que le grand apport de ce programme, c'est quand même l'approche comparée entre la France et l'Allemagne. Catherine Witton-Wenden, de nouveau, pourra tout à fait vous dire qu'il y a beaucoup de recherches entre la France et l'Allemagne, mais pas forcément des rencontres régulières, et donc il faut parfois être très volontariste pour travailler sur un même sujet des deux côtés du Rhin. Et donc là, ce qui était très intéressant, on l'a bien vu, avec ce grand confort de pouvoir parler dans sa langue,
et de ne pas passer par l'anglais, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait des cadres de pensée, des problématiques de recherche, à la fois en termes d'enjeux de questionnement et d'agenda de recherche très différents de chaque côté du Rhin, et que c'était presque là l'intérêt, c'était de comprendre ces problématiques de questionnement différents. Voilà, donc je pense que le numéro, l'ouvrage sur la figure du consommateur est un début. Il y a beaucoup de textes qui peuvent être encore publiés. La revue Migration a fait cette année un numéro qui s'appelait Aux prises de la consommation, qui a aussi repris un certain nombre de ses contributions. Et comme le disait le directeur du musée, enfin un sujet pour une très belle exposition au musée d'histoire de l'immigration. On attend de voir, effectivement, notamment dans le domaine de la gastronomie, du culinaire, qui est quand même un thème assez convivial et qui est cher à la France. On pourrait très bien, effectivement, voir comment on prépare scientifiquement une exposition sur ce sujet. On en reparlera peut-être. Bien sûr. Donc, il y a eu cette première discussion ensemble, et puis je suis rattachée au Centre Marc Bloch de Berlin par ailleurs, et j'ai essayé de trouver des collègues sur cette question de la consommation et des migrations. Et en fait, Maren Möhring, qui est historienne à l'université de Leipzig, était extrêmement intéressée aussi par le dialogue franco-allemand. On est généralement, du côté allemand comme du côté français, attiré par le monde anglo-saxon anglophone plutôt que par l'Allemagne ou par la France. Pourtant, on habite les uns à côté des autres, on a des histoires migratoires très différentes qui font que le dialogue sur ces questions-là est passionnant. On n'a pas le même rapport à la nationalité, on n'a pas le même rapport sur les crises migratoires récentes, ce qu'on a appelé la crise migratoire. Il faut savoir que nous, on a discuté en 2014, avant août 2015, où Angela Merkel a dit on va y arriver, on ouvre les frontières, que le programme s'est déroulé jusqu'en 2017, et pendant ces années-là, beaucoup de choses ont changé, notamment fin 2017, Angela Merkel a failli... il y a une crise politique en Allemagne qui a fait que finalement cette politique d'ouverture a été beaucoup remise en question. Donc il y avait ce fond aussi entre la France et l'Allemagne qui nous intéressait particulièrement. Deux grands pays européens, deux grands marchés aussi de consommation. Et on s'est dit, mais pourquoi il n'existe pas sur ces questions-là plus de dialogue? Alors il y a la barrière de la langue qui a été levée. Dès le départ, on a pris les traducteurs avec nous pour que chacun puisse s'exprimer dans sa langue d'origine. Et donc on a fait une première rencontre suite à ces prises de contact entre Marie Poinceau, Maren Möhring, et on s'est dit, bon ben, on essaye, on monte un premier colloque en février 2015, donc avant août 2015, avant le pic de la crise des réfugiés. Et on a rassemblé donc des chercheurs français et des chercheurs allemands dans un workshop qui a duré 2 jours, et aussi on avait préparé une conférence où Catherine Vittel de Vadel était avec nous sur cette question des sociétés post-migratoires. Donc ça c'est une notion, un concept très important du côté allemand. Ils veulent réfléchir, en tout cas ça c'est quelque chose de très important dans le monde académique, de réfléchir à nos sociétés comme des sociétés post-migratoires, c'est-à-dire des sociétés profondément structurées par l'immigration, avec le fait migratoire au cœur de nos sociétés, et non pas comme quelque chose de marginal qui arriverait une fois de temps en temps, qui perturbe un peu la société dominante, et qu'on adresse à ce moment-là. Donc cette question de la post-migration, c'était très important pour eux, et on l'a vu dès février 2015, que c'était un élément très important de dialogue qu'il fallait avoir avec eux, en tout cas. Donc on a eu ce premier workshop, et c'était une discussion très ouverte, où on a mêlé des économistes, des historiens, il y avait des sciences de gestion, des géographes aussi, parce qu'on pensait vraiment que l'espace, la notion d'espace était vraiment importante, des ethnologues, des anthropologues, des historiens aussi. Maren Möhring est historienne, mais il y avait aussi Andreas Ludwig qui travaille sur la culture matérielle en ex-Allemagne de l'Est. Il a monté le musée de l'histoire de la culture matérielle DDR à Eisenhüttenstadt, un musée passionnant. Et on a essayé de réfléchir ensemble, est-ce que le dialogue franco-allemand sur ces questions-là peut être intéressant? C'est parti un peu dans tous les sens, parce qu'on était multidisciplinaires, deux
façons de rentrer dans les problématiques, mais totalement différentes, deux histoires différentes sur les flux migratoires. Et donc on a beaucoup parlé des catégories, des consommations, de quelle consommation, à quoi on s'intéresse sur la consommation, quelle consommation, est-ce que c'est les biens publics, est-ce que c'est les biens culturels, qu'est-ce que c'est et puis, quel questionnement épistémologique, comment on rentre dans les recherches, est-ce que le terrain est important, les Français étaient assez... et ça s'est confirmé après, très orienté sur le terrain, c'est-à-dire on va faire des enquêtes, on va en pays de départ, on va en pays d'arrivée, et les chercheurs allemands étant plus sur la réflexion sur les catégories. Et donc à partir de ce premier workshop, on s'est dit, ça vaut le coup, on essaie de monter un programme ensemble, c'est vraiment intéressant, et aussi, finalement, ce premier workshop a été la base de ce premier ouvrage publié qu'on publie aujourd'hui grâce aux presses de l'INALCO sur la figure du consommateur immigré, avec cette question des catégories qui reviennent dans chacune des contributions. Donc, avec celle de Catherine de Vanden, mais aussi Andreas Ludwig, Sina Arnold, on a à chaque fois alterné chercheurs plutôt francophones, plutôt germanophones, pour mettre en regard cette question de la catégorie, des catégories, qui est migrant, qui n'est pas migrant, qui est consommateur, qui n'est pas consommateur. Est-ce qu'on a une vision utilitariste du consommateur? Est-ce que la consommation, c'est uniquement une activité économique? Ou est-ce que c'est une activité aussi sociale? Est-ce que c'est une activité psychologique? Est-ce que c'est une activité anthropologique, culturelle? Voilà, donc ça a été un gros travail que nous avons engagé sur ces catégories. Mais derrière aussi, puis je vais aller vite pour laisser parler les contributeurs, on est allé aussi on a monté un programme franco-allemand, donc avec le Centre interdisciplinaire d'études et de recherche sur l'Allemagne. Donc là, je mets les photos d'un certain nombre de personnes qui ont contribué à ce programme, qu'on a appelé la figure du consommateur immigré en Europe, regard croisé franco-allemand, donc que nous avons obtenu. C'était un programme de 2 ans. 2015-2017, où on a travaillé sur plusieurs thématiques qui nous semblaient vraiment importantes, qui remontaient en février 2015. Donc la première thématique qui était très forte, c'était les espaces. Les géographes en parlaient, mais il n'y avait pas que les géographes, les anthropologues aussi. En sciences de gestion aussi, c'est très important, les lieux de consommation, où est-ce qu'on va pour consommer? Est-ce qu'on peut faire aussi le lien, et Marie Poisson en parlait tout à l'heure, entre consommation et production, l'entrepreneur migrant? Quand je n'arrive pas à trouver ma place, est-ce que je ne commence pas mon propre business? Parce que là, dans mon business, j'ai accès aux produits dont je n'ai pas accès ailleurs dans les points de vente normaux. Deuxième workshop, l'alimentation. Troisième workshop, l'été. Et puis en octobre 2017, donc le dernier workshop, on s'est posé la question, bon alors, qu'est-ce qu'on fait derrière? Comment on crée comment on continue ce réseau? Comment on crée ce nouveau champ de recherche? Comment on le consolide, notamment avec les publications? Voilà, donc on en parlera peut-être rapidement tout à l'heure. Donc le premier workshop était sur les espaces. On l'a fait à Paris, à la MSH, en partenariat avec le musée de l'histoire de l'immigration. Donc on a été dans 2 lieux. On voulait aussi que nos collègues allemands voient et connaissent le musée de l'histoire de l'immigration. Donc on a passé pas mal de temps avec eux à leur présenter le musée. Et on avait plusieurs thématiques. Mars 2016, c'est après la crise des réfugiés, les Allemands nous ont parlé des réfugiés, enfin c'était une thématique pour eux qui était très forte. Donc on a posé la question, est-ce qu'on est des villes welcoming cities, est-ce qu'on accueille? Donc c'était ce premier panel sur les réfugiés au sein des villes-mondes, avec notamment la contribution de Sina Arnold, donc à la Humboldt Université, qui travaille sur les smartphones, le lien entre parcours migratoire, réfugiés et l'utilisation du smartphone. Mais il y avait aussi les travaux de Yan Chang sur les migrants chinois qui ont créé des fashion centers à Aubervilliers, des travaux passionnants. Laura Wollenweber qui, elle, travaille sur la nourriture, sur l'alimentation. Est-ce que la nourriture, ça veut dire le Heimat, c'est-à-dire la terre d'origine, enfin, c'est la maison. Et donc elle travaille sur les Cambodgiens, les réfugiés cambodgiens à Paris, dans les années 70. Donc vous voyez, on mélangeait à la fois les groupes, les problématiques, les questionnements qui émergeaient des deux communautés. On a aussi donc travaillé sur le deuxième panel sur les quartiers de consommation.
et puis en quoi la consommation peut aider, dans la contribution de Rana Malkayani par exemple, à gérer les liens intergénérationnels entre les mères et les filles, en quoi l'alimentation notamment peut faciliter ou au contraire créer des barrières générationnelles. Les travaux de Myriam Stock sur les cafés arabes à Berlin, le désir de migration de Diogo Gürsel, qui est une sociologue. Voilà, donc ça c'était le panel numéro 2. Et le panel numéro 3, on s'est intéressé à cette question des musées, la représentation dans les musées de la consommation et des cultures matérielles, avec les deux contributions, donc un côté allemand et du côté français, sur cette question-là. Ça, c'était mars 2016. Et puis, donc, on s'est déplacé vers la question de l'alimentation en novembre 2016 à Leipzig, donc chez Maren Möhring, auquel elle est vraiment spécialisée dans ce domaine-là. Et donc, on se posait la question des sociétés post-migratoires et de leur transformation des pratiques alimentaires européennes amenées par la figure du consommateur immigré. En quoi le consommateur immigré, avec la difficulté de définir ce que c'est qu'un immigré, transforme notre façon de manger, notre façon d'être en lien avec les uns avec les autres à travers le manger. Et donc là, il y avait 3 panels. Le premier, c'était Cooking at Home, comment les migrants consommateurs transforment les façons de manger à la maison, et la question de l'appartenant, aussi avec Chantal Crène, qui a parlé des Sénégalais de Bordeaux en voyage, Laurence Thibert qui travaille sur cette notion de « en commun », en quoi l'alimentation crée du lien social, donc avec le contexte créole, Sandra Baca qui travaille sur la question de la mémoire à travers l'alimentation. Notre panel 2, c'était plutôt sur les cuisines liées à l'alimentaire. Comment on peut définir la notion de cuisine nationale? Qu'est-ce qui est national? Si le couscous est le premier plat mangé par les Français, est-ce que c'est un plat national ou pas? Vincent Marcilla qui travaille sur le chauvinisme alimentaire en France depuis le XVIIIe siècle. Florence Bergeau-Bacler qui travaille sur le halal, qui a présenté ses recherches. Et Diogo sur l'alimentaire comme un signifiant de la migration qu'il appelle floating, flottant. Troisième panel, les lieux et les endroits dans Berlin et dans Paris. Donc là, on s'est intéressé à la cuisine balkanique, qui est très présente dans le tissu urbain à Berlin, est très présente. Donc on avait 2 contributeurs de la Humboldt Université. Marie Chabrol, qui nous a parlé de ses recherches sur le quartier africain de Château-Rouge. Anthony Schmitz sur la géographie de l'alimentation vietnamienne à Berlin. Et Noah Ha, qui travaille sur les pique-niques, et notamment un lieu de pique-nique dans Berlin qui est réputé, et la place des femmes asiatiques dans ces pique-niques. Troisième panel, on a voulu, bon ça c'est aussi mathématiques de recherche, on a voulu s'intéresser à la jeunesse immigrée et en quoi cette jeunesse transformait nos façons de s'habiller, de se vêtir, de se maquiller, de se mettre en beauté. Et donc on a à la fois fait du travail scientifique, mais on a aussi visité le Fashion Center à Aubervilliers, avec Carlos Cebedos, donc un représentant de la ville d'Aubervilliers. Et donc c'est un Fashion Center qui est juste à côté de la MSH. Je ne sais pas, je vous encourage à aller le visiter, c'est passionnant. Sur 4 étages, vous avez un magasin après l'autre. Et on est dans du commerce mondialisé, en plein milieu d'Aubervilliers, à côté de la MSH. Donc là, on s'est attelé à des sujets assez importants. On a trouvé donc, les blocs de mode, parce que finalement, on parlait d'espace tout à l'heure, mais est-ce que de plus en plus, on n'est pas dans des espaces virtuels de consommation? Est-ce que finalement, la consommation avec le commerce conversationnel ne va pas devenir un lieu totalement virtuel? Donc Christelle Blache-Comté
travaille sur les blogs de mode, Made in France. Elle travaille entre la France, le Japon, les États-Unis. Donc elle nous a parlé des blogueuses de mode. Juliane Kanitz travaille à partir des travaux de Emma Tarlow en Angleterre, qui a écrit un ouvrage fondateur sur cette question de la mode islamique, qui s'appelle Mode et anti-mode, Fashion, Anti-Fashion, et donc elle travaille à partir de cette approche-là de la mode sur le hijab. Oskan Esli, à l'Université de Constance, lui, travaille sur la question du burkini, puisqu'à un moment, dans la ville de Constance, il y a eu une interdiction totale sur le burkini dans les piscines, et il y a eu une femme qui s'est présentée et qui a demandé si elle pouvait porter le burkini dans la piscine, et voilà. Donc il raconte ce qui s'est passé à ce moment-là à Constance, et tous les discours à la fois qui étaient faits sur le burkini, et le travail que lui a fait pour essayer d'expliquer un certain nombre de choses. Deuxième panel, c'était un panel vraiment intéressant sur le corps, en fait. Le corps dans la migration, c'est une thématique sur laquelle on voudrait retravailler, nous, derrière, dans le réseau, parce que cette question du corps et du format du corps en migration, du corps qui souffre aussi, les mots, on en parlait tout à l'heure, MAUX, mais aussi le format du corps. Alors Emmanuel Cohen travaille sur cette question-là. Il part du corps en milieu rural au Sénégal, ensuite à Dakar, et puis ensuite en banlieue parisienne. Et il essaie de voir en quoi le corps évolue dans son format, dans sa taille, entre ces différentes régions. Nicolina Scanderija travaille sur le gras, le corps gras. Et Laurent Stibert aussi nous a parlé du corps gros. Qu'est-ce que ça veut dire le corps gros dans différents contextes? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien sur le corps gros, ici et là-bas. Bon, rapidement, parce que je prends trop de temps, les dernières contributions, donc Claudia Libel qui travaille sur Istanbul, en fait, sur la façon de fabriquer la beauté et la féminité. Elle nous a beaucoup parlé de chirurgie esthétique, des jeunes femmes turques qui se font refaire le visage, les seins, les fesses, très jeunes. Donc elle nous a parlé de ça. Caroline Schmidt travaille sur les afro-shops en Allemagne. C'est une recherche extrêmement rare, il n'y a personne qui travaille sur ces questions-là. Donc elle a fait de l'observation participante pendant plusieurs mois dans un afro-shop, dans plusieurs afro-shops en Allemagne de l'Ouest. Et ces recherches sont vraiment intéressantes. Et moi j'ai présenté mes recherches sur ce que j'appelle la Black Beauty, à Paris et à Berlin. Voilà. Dernier moment où on s'est retrouvés, c'était octobre 2017 à Berlin. Et on voulait en fait faire une synthèse de nos travaux et savoir comment on allait consolider tout ça. Comment on allait maintenant travailler, puisque le PFR, le programme de formation recherche du CIRA s'arrêtait. Comment on allait plus loin ensemble? Est-ce qu'on voulait aller plus loin ensemble? On a aussi organisé une conférence avec François Héran et Wolfgang Kashuba qui, des deux côtés, nous ont suivis pendant tous nos débats. Donc François Héran, Collège de France, nous a suivis depuis février 2015 jusqu'à octobre 2017. Et Wolfgang Kashuba, qui est ethnologue du côté allemand, Alain Bolt, à l'Institut des migrations et de l'intégration allemand, nous ont suivis. Et donc on voulait les mettre en regard, sachant qu'en Allemagne comme en France, se montait à ce moment-là l'Institut Convergence Migration en France et l'Institut fédéral des migrations en Allemagne. Et donc on voulait qu'ils nous expliquent aussi ces deux structures, et on parlait, est-ce que ça veut dire que les nouveaux migrants, c'était la question, est-ce que les nouveaux migrants, notamment d'origine syrienne, irakienne, afghane, en Allemagne, amenaient des nouvelles façons de consommer dans la société allemande et française. Et on a parlé des prochaines étapes, peut-être qu'on en reparlera plus tard. Donc je voulais en fait vous redonner ce contexte, parce que en fait, cet ouvrage qu'on a publié, c'est le premier, c'est la base en fait de tous nos travaux qui ont suivi et qui nous ont permis d'explorer plusieurs autres domaines. Mais ça a été vraiment l'ouvrage fondateur, ou en tout cas les questionnements fondateurs qu'on a eus au départ. Voilà, je vais arrêter et puis je vais passer la parole.
Oui, de toute façon, je pense qu'on va revenir sur ces questions de l'après à la fin, puis peut-être dans les questions aussi, on pourra en parler. Alors peut-être que Marie-Françoise, vous voulez reprendre la parole Non, moi, je pense qu'on va peut-être On va donner la peut-être parole donner aux auteurs. du coup, à Catherine Taldewaden. D'accord. Merci beaucoup. En tous les cas, moi j'ai participé à un des premiers séminaires, puisque j'étais à Berlin à cette occasion pour défricher, si j'ose dire, la thématique du consommateur immigré, qui est une thématique effectivement très originale, parce que les travaux sur le sujet sont extrêmement épars, pluridisciplinaires. Ils peuvent s'analyser soit d'une façon un peu générationnelle, c'est-à-dire qu'on a des travaux dans les années 70-80 qui portent sur les commerces ethniques, par exemple Gilles Dassimon qui avait travaillé sur les pâtissiers tunisiens dans un espace migratoire qu'il définit entre la France et la Tunisie, à travers des lieux précis et des groupes ethniques précis qui animent ces commerces ethniques. Et puis il analysait aussi la chalandise qui s'adressait soit à des compatriotes, soit à des nationaux, soit à des gens qui sont en quête plutôt, à l'occasion plutôt de tourisme, d'ethnicité, disons, de curiosité. Ensuite, on avait eu aussi des travaux dans cette période qui étaient sur la consommation, mais fruit des transferts de fonds. Il y a eu beaucoup de travaux sur les transferts de fonds. Il y en a eu dès le milieu des années 70, mais il y en a eu aussi récemment. Mood, Helmoub a travaillé récemment là-dessus. Ces transferts de fonds ont longtemps été, finalement, ont caché la consommation, puisque l'essentiel de la consommation avait lieu dans le pays d'origine. Et par exemple, un géographe qu'on a oublié malheureusement, Michel Poinard à Toulouse, avait beaucoup travaillé sur les Portugais. Les Portugais qui économisaient tout, qui vivaient dans des bidonvilles pour construire la magnifique maison de leurs rêves, où était le produit de tout ce qu'ils rêvaient en termes de consommation. À l'époque, parfois, ils ne l'utilisaient même pas parce qu'ils avaient peur d'utiliser tous ces belles machines et ces beaux carrelages qu'ils avaient installés chez eux. Donc il y a eu beaucoup de travaux là-dessus sur l'immigré épargnant à des fins de consommation considérées comme ostentatoires. Alors après, c'est tout un débat dans les pays d'origine. On a eu également, plutôt dans les années 80-90, avec la montée de la visibilité de l'islam, ça a été évoqué, toute une série de produits musulmans, ce qui a développé tout un commerce musulman. Par exemple, Gilles Kepel, dans son livre sur les banlieues de l'islam, explique que ces quartiers qui se transforment peu à peu avec la boucherie halal, Bruno Etienne aussi a beaucoup travaillé là-dessus sur Marseille, avec le prêt-à-porter musulman, la vente des cassettes de prédicateurs du Caire, la vente de Coran, toute une série de produits qui sont liés à la visibilité de l'islam dans le tissu urbain et qui ont touché une partie des fidèles. Et puis, dans la suite de tout ça, on a eu beaucoup de travaux sur les quartiers ethniques, notamment, aussi bien africains qu'indiens. Nos collègues Vasudeved Boudamale fait partie d'ailleurs du comité de rédaction de la revue. Il a beaucoup travaillé sur les commerces indiens à Paris, par exemple, et dans des endroits très précis qui sont des niches géographiques, les passages, par exemple, qui étaient un peu désertés dans le 9e et le 10e arrondissement, le quartier de la Porte de la Chapelle, qui, selon des territoires très 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 précis, à un certain moment sont africains, puis deviennent brutalement indiens, puis pakistanais, etc. Il y a toute une configuration géographique très précise de ces quartiers ethniques qui se caractérise par une visibilité, une sorte de mise en scène, si j'ose dire, de l'appartenance ethnique à travers non seulement les restaurants, mais les vêtements qui sont vendus, les bijoux, le culte aussi, et donc qui attire pas seulement des compatriotes, mais aussi bien sûr des gens qui sont en quête d'exotisme, ou alors des gens du quartier qui veulent changer de mode de consommation de temps en temps. Et puis on a eu aussi, alors là dans d'autres études, notamment une à laquelle j'ai modestement participé, qui était menée par Michel Delorca sur la thématique de la diversité. On avait fait toute une série d'interviews, notamment sur comment est-ce que la diversité, vous la pratiquez
pratiquez dans votre entreprise, dans votre université, dans toute une série de thématiques. Et on avait interviewé L'Oréal. Et c'était très intéressant de voir que, par exemple, pour des grosses boîtes comme L'Oréal, la question du commerce ethnique est très importante parce que c'est une partie de leurs consommateurs. Donc il faut trouver des produits qui conviennent à des clientèles qui se sont considérablement élargies, qui sont de plus en plus diversifiées. Le commerce des cheveux pour les Africaines, par exemple, et la pratique de la coiffure en la matière, les produits de beauté pour les femmes asiatiques et qui veulent avoir la peau très claire, toute une série de nouveaux produits qui ont été inventés pour s'adapter à la diversité, qui est un sujet très important en termes de consommation, puisqu'aujourd'hui même les revues, soit en ligne, soit les catalogues, genre La Redoute, etc., y compris la publicité dans le métro, s'adressent explicitement à une clientèle cosmopolite et diversifiée, avec des produits cibles, si j'ose dire, hein, en disant il faut que sur la photo, il y ait une fille noire, une asiatique, une maghrébine, une blanche, etc., et qu'on propose des produits non seulement dans des prix qui puissent convenir à ces différents publics, mais aussi du type de produits qui leur conviennent, qui correspondent à leur mode de consommation. Donc là, il y a toute une recherche de marketing qui s'est créée autour de ces nouvelles clientèles pour les mères, pour les filles, etc. Même Tati, par exemple, je pense qu'on ne les a pas interviewés, mais ce serait tout à fait intéressant de voir comment ils ont évolué avant de disparaître quasiment autour de ces thématiques de la consommation. Il n'y a pas seulement le commerce de bouche, il y a le commerce esthétique, il y a le commerce religieux, il y a la maison, tout ce qui tourne autour de la maison, la voiture, tous les produits technologiques, des jeunes aussi qui sont des produits très importants pour la consommation. Donc et puis ce qu'on achète pour faire des cadeaux à l'étranger, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on va consommer chez soi aussi. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus. Et puis, ce qui a été dit tout à l'heure par Virginie, les quartiers de fabrication de tous ces produits. Par exemple, il y a des monographies qui ont été faites, notamment par exemple sur des très grandes villes, bien sûr Berlin. J'ai des collègues comme Mirjana Marok-Basic qui ont travaillé sur les fameux marchés, les marchés, disons, se sont développés, les marchés polonais, les marchés qui se sont développés à la veille et au lendemain de la disparition du rideau de fer, par exemple. Là, on avait un marché polonais à Berlin, on avait un marché d'Europe centrale et orientale, voire russe, à Vienne, par exemple. On avait des quantités de marchés ethniques qui se sont développés accompagnant une évolution politique. Donc ça, c'est également très intéressant. Il y aurait d'autres travaux à faire, il suffit de voir un peu les choses sur le marché de la pièce détachée des voitures, par exemple en Afrique. Moi, une fois, j'ai longuement discuté avec un Africain en prenant un train, maintenant il n'y en a plus, Paris-Rome. Il m'a expliqué son métier, c'était passionnant parce qu'il achetait, il connaissait 3-4 marques et il achetait systématiquement à Rotterdam, etc., dans des grandes casses, comme il disait, puis après il mettait tout dans un container et ensuite, lui, il prenait le train jusqu'à Milan, il achetait des fringues, il n'achetait plus des pièces détachées, et puis tout ça partait jusqu'à Dakar, etc. Donc il y a des quantités de profils qui accompagnent l'évolution de la migration, donc dans une sorte de continuum historique, mais aussi selon des segments. Ce que j'ai montré dans l'article, c'est en fait une sorte de catégorisation de la migration. C'est-à-dire que si on découpe de façon assez simplifiée la migration sud-nord, on va avoir tout ce que je vous ai décrit, mais si vous avez la migration nord-nord, vous avez d'autres types de produits qui vont entrer dans la consommation, et puis nord-sud aussi, aujourd'hui les seigneurs au soleil, etc. Il y a plein de nouvelles formes de consommation qui sont liées à ces gens qui achètent des riads, qui font des bed and breakfast et tout ça. Et puis il y a aussi toute une série il y a eu des thèses là-dessus qui ont été faites sur la migration sud-sud et leur forme de consommation, à tel point la consommation est tellement importante que ça crée des profils sociologiques. Deux chercheurs, Anaïk Pian a fait un travail sur les femmes africaines qui sont entrepreneuses de produits africains pour des jeunes, alors elles sont plus âgées, pour des jeunes africains qui migrent au Maroc par exemple. Hein. Donc ça c'est très intéressant, des gris-gris, des choses qu'ils ne pourront pas trouver
dans leur parcours migratoire, de même que c'est un peu ce qu'on trouve aussi à Parpes, ici, des produits africains pour Africains par exemple, mais il y a aussi un autre chercheur Alain Tarius, Média Lioua, au Maroc, qui a travaillé sur les commerces improvisés de ces sans-papiers subsahariens, par exemple au Maroc, voyant comment ils s'organisent, comment ils arrivent à vivoter à l'intérieur d'un marché qui n'est pas immense, à Rabat, et où ils ont produit des nouvelles formes non seulement d'invention, de commerce pour des compatriotes, mais aussi pour des Marocains, à bas prix, etc. Donc il y a des quantités de travaux là-dessus, et puis des monographies qui ont été faites sur des grandes villes. Par exemple, sur Istanbul, j'ai produit un dossier de revue, la revue Anatolie, qui travaille beaucoup sur le monde turc. Il y avait plusieurs monographies qui ont été faites sur les marchés où on fabrique aussi des fringues, comme on dit, dans certains quartiers d'Istanbul, et qui sont non seulement fabriquées, mais revendues en gros pour une clientèle, par exemple, d'Europe centrale et orientale, qui ensuite revend au détail des jeans, toute une série de produits de consommation courante. Donc il y a un foisonnement de travaux, mais souvent un peu dispersés, aussi bien en termes de disciplinaires qu'en termes d'aire géographique, et finalement qui font que la thématique, que je trouve très originale, a été assez absente en termes de visibilité des travaux de recherche, alors qu'elle existe partout, mais sous un autre format, si j'ose dire, sous un autre titre. C'est-à-dire qu'on va travailler sur les grandes métropoles, par exemple, cosmopolites. Alors là, on va travailler sur les commerces ethniques, on va travailler sur... Les géographes ont travaillé sur l'ethnicisation ou l'islamisation de certains quartiers. D'autres vont travailler sur les transferts de fonds, plutôt des économistes, etc. D'autres vont travailler sur les transmigrants. Mais c'est souvent avec d'autres labels, si j'ose dire, qu'a souvent été dispersée, mais aussi étudiée la thématique du commerce autour de l'immigration. Merci beaucoup pour ce panorama synthétique du champ de cette rencontre. De cette rencontre en tout cas entre les chercheurs travaillant sur la migration et s'intéressant aux problématiques de la consommation. Finalement, tout ce que vous nous avez dit, ce panorama synthétique, moi, me conduit à m'interroger sur la méthode. Ça me permet de donner la parole à Amina Beji-Becher sur la question de comment finalement on travaille sur cette question de consommation par communauté, par groupe de migration, alors qu'il y a des instruments juridiques en France, par exemple, qui rendent difficile finalement la réalisation de statistiques selon l'origine ethnique. Voilà, donc ça me permet de donner la parole. Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. Sachant qu'effectivement j'avais participé au départ au projet et c'était très enthousiasmant. Après, pour des raisons beaucoup plus pratiques, je n'ai pas pu continuer à intervenir, mais j'ai pu suivre grâce à Virginie les suites du projet, et notamment quand vous êtes venu dîner dans le quartier de la Goutte d'Or. Et puis bon, par la publication à laquelle j'ai pu participer. Alors, moi, ce que je voulais dire, je vais avoir un point de vue qui est celui d'une gestionnaire, sachant qu'on est plutôt dans la discipline du marketing, qui a priori une discipline qui s'intéresse au comportement du consommateur et à la consommation, avec un prisme qui n'est pas uniquement la consommation, mais qui est aussi comment est-ce que les dispositifs marketing, les techniques en fait, construisent le marché. Alors je vous invite, je fais un aparté parce que la pièce va bientôt s'arrêter. En ce moment, il y a au théâtre une pièce qui s'appelle Le Démocrate, qui traite justement des techniques de marketing issues donc de Edward Baines, qui est un des fondateurs en fait de toutes les théories de la persuasion. Je passe, mais c'est très intéressant et ça explique mon propos. C'est simplement pour dire que le marketing participe non pas à la fabrique de la société, ce serait quand même trop ambitieux, mais à la fabrique des marchés, on va déjà dire ça, et que les marchés sont quand même une part bien importante de notre société. Et donc la consommation qui est construite effectivement à travers tous ces dispositifs. Donc Virginie, avec tout le projet qui a été monté avec Marie, on fait un énorme travail pluridisciplinaire. Et c'est vrai que dans le travail disciplinaire propre au marketing, il y avait déjà des travaux qui étaient sur justement la notion d'ethnicité, de consommateur ethnique, qui était beaucoup plus par rapport au repérage de ce consommateur pour le cibler.
en termes de segment de marché et pour pouvoir l'atteindre. Et ces travaux-là, effectivement, ne s'appuyaient pas sur les statistiques, puisque ça n'était pas possible d'identifier un consommateur par rapport à des statistiques, même si ça a bien évolué, et là, je pense que Virginie pourra en dire un mot, mais c'était plutôt des démarches qui s'appuyaient sur une identification à travers des échelles, en fait, de mesures qui pouvaient comprendre la langue, qui pouvaient comprendre quand même l'origine géographique. On peut demander l'origine, où sont nés les gens, on pouvait le demander. Voilà, les chercheurs en fait avaient des indicateurs qui leur permettaient de repérer effectivement les populations et les caractériser. Il y a eu des travaux en fait essentiellement au départ aux États-Unis, puisque c'était beaucoup plus possible, et c'est vrai que ce sont ces travaux qui ont énormément influencé la recherche en France, ce que disait tout à l'heure Virginie. Mais ensuite, il y a eu un autre courant qui a cherché à s'affranchir en fait de ce courant très positiviste qui visait à définir les personnes a priori sur un certain nombre de critères, et qui était de dire, plutôt que d'avoir une vision où finalement on impose à l'autre ce qu'il est, on dit qui... Enfin voilà, on va dire, un tel, vous êtes de tel pays, donc vous êtes forcément, je ne sais pas, maghrébin ou arabe. On va vous accoler en fait une identité qui n'est pas en fait forcément celle que la personne a envie de déclarer ou de dire qui elle est. Donc il y a eu des travaux qui se sont déportés sur une autre manière de voir les choses, c'est-à-dire d'identifier les personnes de manière déclarative, c'est-à-dire que les personnes s'auto-identifient et qualifient qui elles sont, et elles disent qui elles sont. Dans ce cadre-là, vous imaginez bien que la recherche, elle va du coup devoir s'interroger sur la manière avec laquelle on va pouvoir ensuite mener des comparaisons et analyser les données. Donc ce sont plutôt des démarches qualitatives qui ont été développées ensuite au fur et à mesure. Et il y a un courant de recherche qui existe en comportement en consommation qui s'appelle l'approche culturelle de la consommation, Consumer Culture Theory, qui n'est pas uniquement américaine ou anglo-saxonne, qui regroupe beaucoup de chercheurs européens aussi d'Europe du Nord. Et il y a des travaux par exemple en Europe du Nord qui sont faits sur les migrants, enfin les populations immigrées, par exemple au Danemark, qui sont les Groenlandais. Voilà, donc ça c'est aussi intéressant de voir qu'il y a d'autres manières d'appréhender le sujet. En Italie, il y a eu des travaux aussi très intéressants qui ont été menés. Je peux citer un des auteurs que j'aime beaucoup qui s'appelle Luca Visconti, qui a travaillé en Italie sur les jeunes, justement, la consommation des jeunes en Italie, des populations immigrées. Et donc voilà, il y a tout ce courant de recherche qui effectivement est orienté sur la compréhension des comportements de consommation. Et qui a irrigué finalement les travaux, qui a permis de revoir nos méthodes avec des approches qu'on a appelées ethnographiques. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les travaux, et je pense que c'est tout à fait complémentaire, enfin c'est vraiment complémentaire de ce qui a été fait, ça a été aussi d'étudier les fameux dispositifs donc, du marketing, par exemple comment les médias utilisent un certain nombre de clichés, de représentations. J'ai vu que là, il y avait le magazine Alina, par exemple. Il y a des chercheurs qui ont travaillé effectivement sur Chit Moderber, au passage qui est à Lille 2, qui a travaillé sur l'impact des... Enfin, comment les personnes immigrées étaient représentées dans les médias et en quoi ça pouvait renforcer, en fait, comment les publicités renforçaient finalement une représentation type de des types de migrants. Il y a eu des travaux qu'on a pu mener. Alors moi j'ai pu travailler sur le couscous justement par rapport à ce fameux premier plat préféré des Français. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment les gens se représentent le couscous et surtout ce qu'il signifie en fait dans les interactions que l'on a avec les autres. C'est-à-dire que comment on va, entre guillemets, manipuler la recette du couscous selon les situations de consommation, quand on reçoit ses proches, quand on reçoit des invités qui viennent de son travail, donc on va faire bonne figure et recevoir ces personnes, donc quand on fait ça pour la famille, et là on va être plus dans quelque chose de plus traditionnel, comment aussi les objets circulent à travers, comment les migrants rapportent les ingrédients pour pouvoir faire le vrai couscous par rapport au faux couscous qui est fait avec des ingrédients issus des supermarchés. Voilà, il y a toute cette symbolique des objets, de ce qu'ils signifient, de ce qu'ils vont qualifier en termes identitaires. Donc finalement, suite à ces réflexions et ce que j'essayais de discuter dans le chapitre de l'ouvrage, c'était de dire voilà, il y a une évolution dans la manière de catégoriser en fait le consommateur dit ethnique. Et j'en arrive à la conclusion, et on a un peu parlé avec Virginie au moment où je finissais l'écriture, c'était, moi j'ai beaucoup de mal en fait avec ce terme d'ethnicité. Je suis moi-même d'origine étrangère, pas tout à fait vrai parce que je suis née française mais en Tunisie.
mes deux grands-parents qui eux-mêmes étaient des immigrés tchèques. Donc cette notion-là, en fait, me perturbe énormément parce que suis-je un consommateur ethnique? Je pense qu'un chercheur doit aussi s'interroger par rapport à lui-même. Et en fait, il s'avère que cette catégorisation me semble pas tout à fait pertinente. Donc voilà, moi je le dis avec Virginie, mais j'appellerais plutôt à l'issue de mon chapitre de cesser d'utiliser cette terminologie de l'ethnicité qui est très américaine en fait, hein, qui est très anglo-saxonne, qui ne me semble pas traduire la réalité du vécu des migrants. Je ne suis pas sûre que si aujourd'hui on demandait à un Syrien qui est arrivé, ou même un Tunisien qui est arrivé là en ce moment, malheureusement c'est hyper triste ce qui se passe en Méditerranée, qu'il pourrait se qualifier de consommateur ethnique. Je pense que ça ne voudrait rien dire pour lui. Et donc cette catégorisation, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Moi, je parlerais plutôt de diversité culturelle ou voilà, d'une identité qui se construit dans les interactions, de quelque chose qui est très mouvant finalement, qui est assez instable. Et c'est ça qui est d'ailleurs difficile à saisir, et qu'on va pouvoir saisir plutôt par rapport à des situations où c'est dans l'interaction, et ça c'est la démarche plutôt anthropologique, dans l'interaction entre l'objet, la personne et la situation qu'on va pouvoir qualifier en fait l'identité culturelle qui est en permanence en construction et qui va évoluer en fait selon ces différentes situations. Voilà. Merci beaucoup pour ce questionnement finalement. Effectivement, moi, en lisant cet ouvrage, c'était une question qui revient chez chacun des auteurs et qui moi aussi m'a interrogée sur est-ce qu'on parle finalement de figure du migrant, à partir de quand cesse-t-on d'être un migrant? C'est vrai que vous avez fait un choix dans cet ouvrage de parler plutôt de migrants qui sont installés depuis un certain temps, plutôt que de parler des migrants, enfin des personnes en situation de grande précarité et qui consommeraient. C'est plutôt des migrants qui sont déjà installés. D'ailleurs, il me semble que c'est dans l'introduction que vous dites qu'on parle de consommation aussi quand il s'agit déjà de faire venir la famille et de créer un foyer. Et je trouve cette idée aussi de la consommation pensée en termes individuels ou collectifs, de penser, voilà, s'agit-il de créer, de reproduire finalement un foyer de consommateurs dans le pays d'accueil. Tout à l'heure, vous avez parlé également des transferts d'argent, de ceux qui finalement épargnent pour construire ailleurs et consommer ailleurs, mais également il y a les transferts d'argent qui permettent à d'autres de consommer dans le pays d'origine. Et on voit véritablement la difficulté finalement, et toute la richesse en même temps, de penser cette consommation de celui qui migre. Puis également dans l'ouvrage, on parle de ces retraités qui parfois migrent pour un certain temps. Parle-t-on de migrants dans ces cas-là? Enfin, on revient toujours à cette discussion des catégories, effectivement, on est dans un processus où même le migrant lui-même est migrant à un moment et puis il évolue. Il peut être encore plus nationaliste que ceux de souche. Enfin, c'est les débats sur cette construction de l'individu et qui aussi évolue en fonction des rencontres qu'il fait. Si on doit parler des couples, comment le mariage aussi va faire évoluer ces consommations parce qu'on est dans des métissages aussi très importants. Enfin, voilà, Moi, je trouve que le titre, il est assez... pour moi, il qualifie bien les choses puisque c'est celui qui est venu d'ailleurs, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est bien dans cet esprit-là. Et donc, il est plus dans le mouvement, entre guillemets, là. C'est vrai. Il n'est pas dans le moment du mouvement. Et le moment du mouvement, je pense qu'il est particulier à étudier, en fait. En lui-même, déjà, il est particulier. Mais le mouvement est continu, c'est-à-dire que dans la on peut s'installer et puis repartir à un certain moment où il y a une partie du couple, enfin je veux dire la femme qui fait des allers-retours au moment de la retraite et l'homme qui continue à être en France parce que donc le mouvement est continu. Je pense qu'on est dans des trajectoires et dans de la circulation. Ce qui est intéressant dans la consommation, c'est que c'est le quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le quotidien quand on bouge et quand on circule. Et non seulement, enfin nous, ce qui nous a semblé important dans ce travail, c'est à la fois
comment on fait pour quelque part apprendre à consommer, mais aussi qu'est-ce qu'on transforme quand on consomme. Le couscous transforme les traditions alimentaires françaises. La façon de se soigner la peau transforme la façon dont les Françaises aussi vont. Donc on est parti du migrant ou d'immigré, ou en tout cas de la personne mobile qui s'adapte, et peu à peu on s'est dit mais non, en fait finalement il transforme, c'est lui qui transforme. En venant, il transforme notre façon aussi d'être en lien avec notre corps, avec ce qu'on mange, avec l'espace dans lequel on vit, puisque l'espace est structuré aussi par l'entrepreneur migrant. Et voilà, c'est ça qu'on voulait capturer et qui nous semble éminemment mouvant. Et ce qui nous semblait intéressant, c'est de le faire dans le contexte franco-allemand, parce que dans ce contexte-là, on est vraiment sur des histoires très différentes, mais avec cette même méfiance, notamment pour cette question de l'ethnicité, en tout cas cette même réticence à parler de cette notion-là, parce qu'on préfère parler de minorités, de groupes minoritaires, ou de... Voilà. Plutôt que de parler d'une ethnicité, parce que tout de suite, effectivement, vous dites à quelqu'un t'appartiens à ça, alors que... Et ça revient, en tout cas, moi, dans mes entretiens, ça revient très fortement dans les entretiens que je peux avoir avec les jeunes femmes, quand elles ne trouvent pas d'objet, de produit pour elles, hein, elles disent « oui, je suis dans le rayon ethnique ». Et moi, je ne suis pas ethnique, moi, je suis française. Hein, donc, elles ne comprennent pas pourquoi elles devraient aller dans de l'ethnique. Et cette non-représentativité dans un rayon de supermarché, ou en tout cas dans une zone qui serait ethnique, font qu'elles se sentent moins acceptées par la société française. Et c'est pareil en Allemagne. Oui, puis alors j'ai envie de donner un autre exemple, et après on laissera la parole à la salle. Je vois par exemple beaucoup de personnes qui mangent halal vont acheter dans des boucheries cachères. Donc pardon. Normal. Oui, non mais pour ça, Et en tant que chercheur, oui, mais en tant que chercheur, de s'interroger effectivement quand on catégorise les gens et on les assimile à une consommation liée à des produits de consommation associés à leur culture, on peut vite faire une erreur. Enfin, pour dire toute la complexité de travailler sur ces questions-là. Voilà. Moi, il me semble que ce qui est intéressant dans cette approche de la consommation, nous on avait intitulé le numéro au prisme de la consommation pour effectivement voir comment c'est une problématique transversale à différents champs de recherche. C'est qu'on passe d'une étude de l'immigré essentialisé, vraiment enfermé dans des spécificités liées à la mobilité humaine, à l'analyse du migrant acteur stratège. Et ce qui nous intéresse finalement, c'est quand même à travers la consommation, comment il mobilise des ressources, du savoir-faire, des compétences diverses, des réseaux, des filières, enfin voilà. C'est un peu la boîte à outils qu'il y a derrière la consommation et le sens que ça a. Effectivement, la notion de représentation me semble essentielle parce que les objets signifient aussi une identité ou une assignation à une identité selon les cas. Donc on ne peut jamais étudier ces questions de consommation sans mettre toujours en relation, en interaction, migration et société, contexte société d'accueil. Et moi je trouve que ce qui sera vraiment passionnant dans les années à venir, c'est d'essayer de s'intéresser à la consommation des biens culturels, parce que je vois que dans le domaine culturel, c'est quand même pas du tout là, hein. L'immigré n'est pas très représenté. Et d'ailleurs, nous, au musée, on va faire une exposition en mars prochain qui va s'appeler Paris-Londres pour le moment, où on va voir comment les migrants des post-coloniaux, c'est-à-dire issus des anciennes colonies de ces deux métropoles, ont irrigué et provoqué des hybridations, des pratiques culturelles, des scènes créatives, notamment dans le domaine musical, mais aussi littérature, cinéma, etc. Donc c'est ça, quand je parlais de fabrication de la société, c'est que les sociétés ne sont pas figées dans des modèles culturels homogènes, et que le migrant ou le descendant de migrants, à travers parfois des mobilisations de revendications identitaires et très politiques parfois, ou lutte contre le racisme, enfin les différents types de revendications, provoquent l'évolution des sociétés et des modèles prégnants dans les sociétés.
Bon, merci beaucoup. Je vais peut-être tout de suite laisser la parole à la salle parce que le bâtiment ferme à 20h. Donc, on a le temps un peu de discuter. Voilà. Monsieur, vous en prie. Oui, alors je me sens très concerné par le sujet parce que je suis militaire. D'accord. Je suis allemand. J'ai passé ma vie à transporter les produits d'Allemagne pour les amener aux gens qui les demandaient ici. Je fais de la conservation ethnique puisque je vais acheter dans les magasins qui distribuent les propres produits allemands. Et puis j'étais conseiller marketing pendant 40 ans. Donc, ça me passionne. Alors, quand on est de deux cultures différentes, accumulées, on a un œil pour ce genre de choses. Et je me souviens, quand j'avais 20 ans, j'allais manger chez les Chinois à Paris, et puis j'allais à Hambourg, j'allais manger chez les Chinois à Hambourg. Je trouvais étonnant qu'à Hambourg, les restaurants chinois étaient décorés en bleu et or, et à Paris en rouge et or. Et je me suis toujours demandé si, dans la manière dont on apporte quelque chose et on le présente, on l'offre dans un pays, il n'y avait pas un dialogue. Hein, il n'y avait pas un effet réciproque entre les deux. Hein. Et ça m'a toujours comment dire, fasciné, cette espèce de jeu de miroir, de jeu dans les deux sens. À mon avis, c'est un sujet à explorer. C'est-à-dire faire les comparaisons. Et quand on fait les comparaisons, je pense qu'il y a d'autres comparaisons à faire. Comme j'ai un certain âge, donc je suis déjà un peu déjà dans l'éternité, c'est entre l'immigration passée et l'immigration présente. Qu'est-ce que c'est Bofinger, la cuisine alsacienne à Paris de ces réfugiés? Qu'est-ce que c'est les crêpes autour de Montparnasse? Qu'est-ce que c'est le Bougna vin rouge? Hein, ils viennent tous de régions précises, ils sont dans une certaine immigration. Et puis il y a des immigrations qui ne laissent aucune trace. Je prends les immigrations de réfugiés nord-africains, laissent une trace énorme, le couscous. Je prends les 12 millions de gens qui sont arrivés en Allemagne entre 45 et 50, ça c'est aucune trace. Je peux juste dire un petit truc sur le couscous. En fait, ce qui a permis vraiment le très gros développement du couscous, c'est le retour des pieds noirs. Ben, c'est de ça que je voulais parler. Oui. Je voulais parler du retour des pieds noirs comparé Donc, aux Allemands et non-Allemands, mais qui venaient de l'Est, qui venaient comme 10 fois plus nombreux, oui. et qui n'ont laissé aucune trace. C'est quand même étonnant. Hein, il y a des migrations qui n'en sont pas, dans la mesure où elles n'ont pas le même statut, je dirais, d'exotique. Pourtant, elles étaient extrêmement exotiques. Mais là, c'est une appropriation par les Français d'Algérie, en fait. Oui, c'est ça qui a permis. c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Mais dans la cuisine germanique de Russie, on a les mêmes phénomènes, mais ils n'ont rien apporté. Ils n'ont peut-être pas été autorisés à le rendre visible. C'est peut-être resté dans les foyers, voilà, dans les sphères privées. Non, je pense qu'il y a une autre... Vous avez une autre explication? Non, pour moi c'est une question. Question. Qu'est-ce qui est visible ou pas? Mais il y a des choses qui ne sont pas visibles. Des gens qui viennent qui ne sont pas visibles. Mais la même chose aux États-Unis. Les migrants aux États-Unis, parce que les États-Unis c'est comme le résultat d'une immense immigration, il y a des communautés totalement invisibles. Enfin, c'est pas une communauté, il y a des gens qui sont arrivés qui n'ont laissé aucune trace. Si ce n'est symbolique, je reprends les Allemands, à New York vous avez une librairie, un marchand de sport et un restaurant allemand, quelque part en haut de la 2e avenue, c'est purement symbolique. Ça n'a aucun c'est juste pour dire, on a quelque chose. Mais en fait, il n'y a rien sinon. Alors que les Italiens sont archi présents. Est-ce que ça se place pas ailleurs? C'est-à-dire, est-ce que ça se place pas dans l'architecture, par exemple? Parce que c'est extrêmement frappant à quel point New York ressemble à Berlin. Donc l'architecture allemande, est-ce qu'elle n'a pas été... C'est d'abord une ville hollandaise. Oui, je suis d'accord, mais quand même, c'est une ville très du Nord. présent. Donc la Hollande ressemble à l'Allemagne. Friedrichstraße, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on voit à New York. Non, mais je me demande si ça se dépose pas. Oui, dans Dans différents secteurs. Dans d'autres secteurs, mais ce serait intéressant de savoir si ça se dépose. Ouais, ce serait intéressant de savoir. Est-ce que la cuisine n'est pas, pour les Allemands, un lieu de dépôt? Bah oui, le Käsekuchen, cheesecake, c'est vraiment dans l'Europe centrale, sans qu'il y ait des apports, mais des visibilités plus ou moins grandes.
Est-ce qu'il y a d'autres questions C'est une C'est question pas une question, mais vraiment- moi, mes grands-parents maternels étaient d'origine russe, sauf dans 1910. Bon, on mangeait russe à la maison, mais je veux dire qu'à part quelques restaurants russes, que reste-t-il du russe aujourd'hui, non? Ils sont totalement disparus. L'ouverture d'une Des gens cathédrale discrets, hein. à côté de la Tour Eiffel. Oui, il y a quelques restaurants, il n'y a pas Oui, c'est grand-chose. vrai. Non, il y en a Ils pas. étaient plus dans les taxis que dans les restaurants. Ah non, mon grand-père travaillait dans une banque. Bah, mais je pense, enfin, aussi, il faut étudier chaque communauté enfin, qui a su, par des réseaux, enfin, disons que les migrants venaient quand même, je vois sur effectivement les migrants plutôt d'Europe de l'Est avant la Seconde Guerre mondiale, qui venaient finalement qui s'engageaient dans une filière professionnelle parce que les premiers avaient déjà ouvert la voie. Et il y a une question d'entraide qui était très très forte. Et enfin, ça a été fait déjà, de montrer comment dans chaque communauté d'origine, il y a des spécialités professionnelles. Donc c'est la même chose pour la question de la consommation, je pense. D'autres questions Nathalie? Oui. Vous avez parlé de la poisson de deux notions, le consommateur, le migrant acteur et le migrant stratège. Quelles sont les différences? Non, pour moi, si on parle d'agency, enfin, si on introduit cette notion d'acteur, forcément, on parle de stratégie, de ressources, de mobilisation, de parcours, de trajectoire. Enfin voilà, on rend, on n'est plus sur une approche de la migration et du migrant en tant que cible d'un discours, objet d'une analyse, mais qui l'enferme dans des particularités. C'est ça que je trouve extrêmement intéressant. D'où les capacités à dialoguer avec la société d'accueil. On lui restitue un statut autre que celui d'être assigné seulement à une immigration. Et une forme de citoyenneté aussi, je pense Absolument, que ça c'est de très participation. important. C'est-à-dire que il a le droit de citer, Ouais. donc il a le droit d'exprimer. Et ça, c'est là que le chercheur, en fait, en tant que chercheur responsable, joue aussi ce rôle-là de donner le droit de citer et de restituer la parole et pas être juste dans une observation, une analyse externalisée d'un phénomène voilà, qui finalement ne reconnaît pas la spécificité de chacun. C'est juste pour ajouter ce qui a été dit là-dessus, je crois que ce qui est un peu clé pour à la fois marquer sa place et puis s'enraciner dans une forme de citoyenneté, ceux qui ont réussi à marquer peut-être leur place, c'est ceux qui ont réussi à avoir une interaction avec la société d'accueil. Par exemple, il y avait une étude, une fois qui avait été faite sur le cinéma au tout début aux États-Unis. Et une étude très intéressante sociologique qui avait été faite là-dessus montrait que c'est surtout des juifs d'Europe centrale et orientale qui avaient été des pionniers dans la grande période Warner, etc. Tous ces gens avaient changé 3 fois de nom pour pouvoir avoir un nom à peu près américain. Et ce qu'elle disait dans son analyse, ce qui était passionnant, c'est que en fait, ces gens qui avaient un petit bagage culturel chez eux, mais aussi un tout petit peu aux États-Unis, avaient tellement côtoyé la société populaire, mais vraiment populaire américaine, qu'ils étaient capables de produire des films qui plaisaient. Et donc, ils ont réussi à faire une sorte de synthèse de leur culture, du recul qu'ils avaient et de l'interaction qu'ils proposaient à travers leurs films avec la société américaine populaire, qu'ils ont eu beaucoup de succès dans la période pionnière des années 20, 30, etc., à cause de l'interaction qu'ils ont pu créer avec la société d'accueil. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de produits de consommation qui sont restés des marqueurs de la présence de tel ou tel groupe immigré, alors que d'autres, effectivement, n'ont peut-être pas laissé de traces. Il y a une immigration qui n'a quasiment pas laissé de traces, qui est importante en France, c'est les Arméniens. Ouais. Si, les vêtements, La chaussure, Oui, il n'y a pas de la quartier musique. de rue arménienne. Mais il y a non, pas de- si, les Moulineaux. Si, il y a des quartiers, mais si vous voulez, Le la 9e, population il y a un arménienne en France, elle est tellement il y a Marseille faible, aussi. numériquement, que même au musée de l'immigration, il n'y a pas grand-chose. Il doit y avoir un donateur ou deux. Oui, voilà, il y a la fiche rouge, il n'y a pas grand-chose. Ça peut comparer aux Marocains, aux Algériens, etc. Mais
Moi qui suis issue de cette communauté, je sais très bien quels sont les territoires, où sont les épiceries. Donc non seulement ici les Moulineaux, mais rue de la Défense. Dans le 9e, il y en avait. Dans le 9e, il y en a plus parce qu'il y a eu aussi Alfortville, bien sûr. Et voilà, en plus il y a eu plusieurs immigrations arméniennes. Il y a eu la première vague dans les années 20 après le génocide. Là, je me demandais aussi si ça pouvait jouer dans vos études. Le fait que la population puisse retourner ou pas dans son pays d'origine. Les premiers réfugiés, en fait, apatrides arméniens qui sont arrivés en France, venaient avec un coup de tampon de l'Empire ottoman sans retour possible. Donc voilà, donc ils se sont organisés à leur échelle. Mon père me raconte, il y avait un théâtre, il y avait des tas de trucs, il y avait tout ce qu'il fallait, les églises qui ont été construites. Alors, celle de Paris avait été construite par un homme richissime à l'époque, qui a été ruiné après. Mais sinon, il y a une dizaine d'églises arméniennes dans la banlieue parisienne qui ont été construites par les Arméniens physiquement et avec l'argent qu'ils ont pu économiser. Et les hommes se sont mobilisés pour les construire. Il y avait un cabaret arménien rue des Canettes. Ah, ça je ne connais pas. Ah bah oui. Je ne les connais pas tous. Voilà, après il y a eu les Arméniens du Liban qui sont venus, les Arméniens de l'Union soviétique, les Arméniens de Syrie, enfin bon, il y a eu plusieurs... et chaque période ou communauté avec sa spécificité, mais on peut faire un tour de la région parisienne, des institutions arméniennes, il y a des écoles, il y a plusieurs écoles qui fonctionnent, il y a même un collège... Il y a les églises. Mais la question c'est est-ce qu'ils ont laissé un impact visible? Non, parce que... Non, c'est emparé la société française. Ben non, parce que si vous voulez, à l'échelle des Arméniens, moi tout mes... Alors déjà, il n'y a pas eu énormément d'interactions, parce que bon, les Arméniens étaient plutôt soucieux de se préserver. Je crois que c'est ça. Et puis, il y a aussi, bon, si vous voulez, on est une goutte d'eau dans un océan. C'est-à-dire que moi, mes amis, mes collègues français et tout, me disent toujours, bon, finalement, des Arméniens, qu'est-ce qu'on connaît? Charles Aznavour et le génocide. À part ça, est-ce que vous avez autre chose? À une époque, il y avait Henri Verneuil. Mais bon, on est quoi? On est 500 000, quelque chose comme ça en France, sur 70 millions de personnes. C'est pas... C'est minime, c'est minime. Donc, on aurait aimé laisser plus de traces, mais... Je crois qu'il y avait une question. Patrick Renaud. Patrick, tu avais une question. Oui, je voulais dire combien j'avais été intéressé par l'approche méthodologique qu'a soulignée Mme Béchibecher, qui, d'une certaine manière, et on vient d'en parler, là, tous les témoignages qui viennent de donner, font de l'objet d'étude au départ l'immigrant, finalement un participant à cette recherche. Oui. Et où l'on découvre tout d'un coup qu'effectivement, il entre dans l'interaction, il peut être ceci, il peut être cela, et il s'adapte de telle sorte que les savoirs qu'il permet de constituer à partir de lui, chez le chercheur, sont des savoirs situés, toujours. Alors j'avais envie de vous poser la question, avez-vous archivé des données sur lesquelles on peut revenir et où l'on voit effectivement l'immigré faire de telle sorte que l'objet d'étude n'est plus tellement qui est l'immigré, à quoi se reconnaît-il, etc. Mais comment fait-il? Et comment modifie-t-il, contribue-t-il à construire la société, à la faire bouger? Vous voyez? Donc est-ce que vous avez travaillé avec de la vidéo? Est-ce que vous avez travaillé avec de l'enregistrement audio? Et est-ce que ces corpus sont accessibles? Après, sur les méthodes, je pense que plusieurs avoir utilisé des méthodes qu'on dit ethnographiques, donc ça peut être des récits pratiques, donc où ils racontent. Alors pour le couscous, c'est ce qu'on avait utilisé la méthode des itinéraires de consommation, où les personnes racontent de l'idée de faire le plat de couscous jusqu'à la réalisation finale, et donc avec des prises de photos, c'est-à-dire les personnes prennent eux-mêmes les informations et les photographies. La difficulté qu'on va avoir à les diffuser, c'est qu'on va utiliser, peut-être extraire un élément et le mettre dans nos papiers de recherche, mais donner toutes les données, je ne sais pas, enfin d'abord je n'ai pas demandé l'autorisation personnellement, donc je ne sais pas si il faudrait que effectivement les personnes acceptent pour qu'on puisse le faire. Donc ça c'est vrai. Sûr, voilà. ça, et c'est vrai que c'est
c'était pas comme ça qu'on l'avait construit. Il y a effectivement une manière de faire de la recherche qui est de restituer la parole des personnes qui vous racontent et que ça soit ça la recherche. Ça se fait dans les vidéos. Si c'est une vidéo in extenso, mais souvent il y a un travail du chercheur derrière qui va reconstituer, enfin recouper, etc., faire un montage. Donc voilà, il peut y avoir par contre, il y a des thèses où il y a les récits, les interviews qui sont en entier. Il y a des travaux de recherche, où il y a tous les entretiens qui apparaissent. C'est vrai que dans nos articles, nos chapitres, c'est trop court pour qu'on mette l'ensemble. Mais j'ai des thèses de doctorat où effectivement le chercheur a mis en annexe tous les entretiens, des photos. Il y a César Ndione qui a travaillé sur les Sénégalais, les foyers sénégalais en Normandie, et il les appelait les venants, lui. Tiens, il n'appelait pas les migrants, il les appelait les venants. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'eux-mêmes se nommaient. Ils se nommaient les venants. Donc voilà, ça par exemple, ça peut être une thèse, vous aurez tout l'accès à ces entretiens et une partie des photos. Nous, on a publié un numéro de la revue sur le Liban. Il y a un quart de la population qui est migrante, pas forcément seulement réfugiés, mais aussi des migrants économiques. Et en fait, c'était un travail d'anthropologie visuelle. Et donc, pour une fois, on a mis énormément de photos qui étaient vraiment décryptées à travers les articles. Et au départ, la proposition n'était pas de faire un numéro de la revue, mais d'exposer toutes les photos et les vidéos au Musée d'Histoire de l'Immigration. Ça n'a pas pu se faire, et du coup, moi, j'ai rebondi sur une publication, mais je trouvais ça très intéressant de considérer que l'image vaut autant que le texte et l'analyse, et que c'est inséparable. Donc je pense que les nouvelles évolutions des recherches vont beaucoup plus aller dans ce sens-là. Ça peut être intéressant, c'est que effectivement la personne interviewée puisse aussi dire, ben voilà moi ce que j'ai. Alors ça on l'avait fait aussi sur un travail qu'on avait fait sur en lien avec la beauté ethnique. C'était et les personnes qualifiaient ce qu'elles estimaient être. Non, on n'avait pas fait ça, pardon, je me trompe. C'était une représentation de ce qu'elles étaient elles-mêmes. Donc, elles avaient choisi des objets, excusez-moi, il y avait des choses qui avaient en référence à la beauté, mais pas seulement. Il y avait aussi l'objet technologique. On avait demandé différents types d'objets, et en fait, les personnes devaient utiliser des objets pour dire qui elles étaient. Donc, un objet technologique, un objet lié à la beauté, aux soins du corps, un objet lié à l'alimentation, et qui étaient les autres. Voilà. Et ça, typiquement,